Alors bonjour, effectivement là je vais retirer ma casquette Archives nationales pour mettre la casquette bouclier bleu. L'idée c'est de vous présenter un projet cartographique qu'on mène depuis 2010 qui avait été le sujet de mon mémoire de master de conservation préventive qu'on a continué à développer à travers le travail d'une chargée de mission qui a travaillé sur ce sujet en 2015 pour largement le développer. Donc le SIG, d'un point de vue application patrimoniale, c'est pas nouveau du tout. Les services régionaux d'archéologie l'utilisent sous la forme de la base de données Patriarche. Il n'en reste pas moins que c'est un travail interne et donc pour lequel les données sont verrouillées et pas accessibles. Donc là, l'idée, pour filer la métaphore de Benoît de Tapol, c'est de marier des données environnementales et des données patrimoniales pour pouvoir en créer des cartes. Voilà, dont le but est d'identifier du patrimoine vulnérable. Donc un petit rappel sur ce que peut être un SIG. Alors, un SIG, c'est un outil informatique qui va permettre de représenter et d'analyser toutes les choses qui existent sur Terre, ainsi que tous les événements qui s'y produisent. Donc, du coup, ça peut avoir quand même une emprise assez large. Et on va pouvoir rassembler des données qui physiquement sur le papier paraissent extrêmement différentes. Et là, dans le cas qui nous concerne, c'est des données patrimoniales et des données liées aux risques majeurs. Donc, un système géographique, il est composé de cinq éléments constitutifs majeurs. Le premier, ça va être le logiciel, avec la partie acquisition qui va être la saisie des informations géographiques sous forme numérique, avec la manipulation, l'interrogation des données géographiques. Donc c'est là où on va commencer à faire les requêtes. La partie affichage, où là, la carte va naître d'elle-même avec la mise en valeur et la visualisation. Et donc, les derniers éléments qui vont être l'abstraction, c'est-à-dire la représentation abstraite de données concrètes, et enfin l'anticipation à travers la prospective. Les données qu'on va utiliser, ça peut être à la fois des données qui sont importées de bases de données déjà existantes et accessibles, ou alors saisir directement sur le logiciel des données informatives, des données de géoréférencement pour pouvoir indiquer les points ou les données qualitatives. Ensuite, il va nous falloir un matériel informatique pour gérer tout l'ensemble de ces données, donc, qui réside tout simplement dans l'acquisition d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur durci, ces ordinateurs qu'on peut amener sur le terrain et qui permettent l'acquisition immédiate des données, enfin leur enregistrement immédiat. Des savoir-faire, notamment pour la formation, parce que du coup, l'utilisation de SIG, c'est un peu technique. Donc, avant de se lancer là-dedans, ça va nécessiter quand même une petite formation. Des connaissances techniques sur la manière dont on utilise le logiciel. Et enfin, savoir faire une requête, c'est un peu comme l'utilisation d'Excel quand on crée des formules pour savoir à la fin voilà, faire une requête sur le logiciel. Et enfin, les utilisateurs doivent connaître les données qui sont manipulées. Ces données, elles viennent de bases différentes qui peuvent être hétérogènes. Et pour pouvoir interpréter avoir le plus de fiabilité sur les données qu'on va manipuler, il faut véritablement les connaître et savoir d'où elles viennent pour pouvoir avoir la meilleure interprétation possible de la carte qui en résulte. Donc les enjeux autour de la cartographie, ils sont multiples. La cartographie, c'est vraiment l'outil par excellence de communication et de localisation qui va avoir aussi plusieurs facettes. C'est un outil multi-usage qui va pouvoir participer à la planification des événements, à l'information préventive, voire même la gestion de crise. En effet, si la cartographie permet d'identifier des biens culturels vulnérables, elle aura aussi un rôle à jouer au moment où les événements vont survenir pour indiquer par exemple les circulations, les équipements techniques sensibles situés à proximité, voilà, comment tout le bien culturel s'organise dans son environnement. Aujourd'hui, on peut véritablement parler de révolution cartographique, on passe de la carte aux cartes, alors sans refaire une histoire de la cartographie, ni remonter à l'Antiquité grecque. L'homme, on observe que l'homme a toujours cherché à représenter son environnement et mémoriser ses itinéraires. Donc la cartographie
telle qu'on la connaît aujourd'hui sous un terme géographique, est souvent associée au papier et au territoire. Quand on parle carte, jusqu'à des dates assez récentes, on entend une manipulation papier d'une carte. De nos jours, la cartographie connaît une véritable révolution, c'est-à-dire qu'elle s'est développée aussi en raison des progrès importants en informatique et en géomathématiques. Et le développement du numérique et la multiplication des instruments de géolocalisation offrent aujourd'hui la possibilité de décrire des données de tout type. Alors on va pouvoir représenter des données démographiques, politiques, écologiques, enfin voilà, je reviens à ce qu'on disait en introduction. Donc aujourd'hui, la cartographie est partout. On va l'utiliser au quotidien pour nous déplacer, mais même sans nous déplacer à travers la navigation virtuelle. On compte 1 milliard de connexions mensuelles sur les serveurs de Google Maps. C'est le service qui a vraiment révolutionné la cartographie. Donc depuis 2005, la cartographie, c'est plus du tout l'utilisation de la carte telle qu'on l'entendait jusque-là. Les cartes ne sont plus des cartes, mais des bases de données, c'est-à-dire des ensembles de points, d'objets, de noms, qui, à la demande, vont se transformer en cartes particulières à l'apparence différente selon les besoins qu'on aura à soumettre. Donc, en conservation préventive, l'application qui pourrait nous paraître intéressante, c'est que ça va être un outil d'aide à la connaissance qui paraît incontournable dans une démarche prévisionniste. À la différence de la prévention, qui aura pour objectif de mettre en œuvre l'ensemble des mesures techniques et administratives pour limiter ou éliminer les conséquences d'un événement, la prévision aura pour objet de préparer l'intervention et d'élaborer les outils destinés à l'optimiser. Donc la cartographie va participer à développer la connaissance de l'aléa, à identifier les enjeux patrimoniaux afin de préparer la meilleure réponse opérationnelle possible. Donc, devenant essentielle pour la connaissance, elle va s'intégrer naturellement au domaine de la conservation qu'on pourrait qualifier de prévisionniste, c'est-à-dire quand on se place en amont de l'événement dont on sait qu'il se produira. Et c'est donc à travers cet exemple d'expérimentation cartographique au sein du bouclier bleu qu'on peut en apprécier l'utilité. Donc là, je vais vous présenter de manière un peu plus détaillée le projet au sein du bouclier bleu. Donc un petit rappel des missions premières du bouclier bleu, mais j'imagine que vous les avez tous et les connaissez par cœur. La première, c'est la sensibilisation et l'information aux élus et aux acteurs du patrimoine sur les risques majeurs qui peuvent impacter le patrimoine et inciter évidemment les institutions patrimoniales à s'engager dans une démarche résiliente, notamment par l'aide à la rédaction de plans d'urgence, entre autres. Alors ensuite, une question qui est essentielle pour le Comité français du bouclier bleu, c'est d'identifier le patrimoine vulnérable face aux risques. Donc dans le cadre du plan patrimoine culturel et risques majeurs, qui est accessible et consultable sur le site du bouclier bleu que je vous invite à consulter, le CFBB a montré la nécessité de référencer le patrimoine en fonction des risques afin de pouvoir apporter des mesures concrètes et précises de protection sur le patrimoine. Donc c'est par la connaissance évidemment précise des enjeux et des risques que la protection du patrimoine culturel vulnérable est donc renforcée. Cette connaissance va constituer le socle d'une démarche de gestion des risques. Donc c'est par ce biais que la cartographie est apparue comme l'outil de connaissance le mieux adapté pour l'identification des biens culturels vulnérables dans cette démarche prévisionniste. Et c'est donc le préalable nécessaire à la conduite des actions qui peuvent être planifiées. Alors, pour vous situer un peu le contexte de pourquoi est-ce qu'on s'élance dans cette cartographie, c'est que dans une perspective à moyen terme, alors on n'espère pas à long terme, mais plutôt on vise le moyen terme, on ambitionne l'obtention de l'agrément de sécurité civile qui permettrait au bouclier bleu d'être appelé par l'État dans le cadre de déploiement hors sec, par exemple, en cas de crise. Et donc, cet agrément nécessite d'avoir dressé des étapes successives et notamment la prise en compte et la cartographie de ces enjeux vulnérables pour pouvoir apporter la meilleure réponse opérationnelle possible. Donc, c'est dans ce cadre que la cartographie est devenue le préalable à la conduite opérationnelle des actions qui seraient à mener.
Donc, en termes de méthodologie, c'était simple et pas simple en même temps. Alors, ce qui était assez facile à faire, c'était d'acheter le logiciel. Donc, ça, c'était pas bien compliqué. On a opté pour le logiciel MapInfo. Donc, il existe différents types de logiciels, mais celui-là nous permettait d'être autonome dans l'élaboration des cartes. Les cartes que je vais vous présenter là tout de suite, c'est des cartes qui ont été élaborées par la chargée de mission, qui est spécialisée dans la gestion des risques. Et donc, à l'issue de sa vacation, elle a rédigé un guide méthodologique qui permet a priori, normalement, à n'importe quel bénévole de pouvoir éditer des cartes à partir des données qu'elle a enregistrées. Donc, avec ce logiciel, il est possible de réaliser des cartes au format numérique, de superposer des couches numériques, c'est-à-dire, donc, en ce qui nous concerne, les villes, les couches administratives, les villes, les communes, les biens culturels et enfin les sites patrimoniaux, de représenter ces informations de manière géolocalisée et enfin de sélectionner les données cartographiques spécifiques grâce aux différents types de requêtes, selon qu'on cherche à regarder si les musées de France pourraient être impactés par une inondation ou plutôt les archives départementales. Enfin voilà, ça a permis effectivement d'avoir une souplesse importante sur la constitution de ces cartes. Alors pour les risques, la recherche de données est assez facile. On trouve des données accessibles sur Internet. Ce qui caractérise ces informations, c'est qu'elles sont plutôt homogènes. On peut noter la base de données Gaspard, qui est l'épine dorsale du système d'information sur les risques naturels. On a utilisé aussi la CISI, la carte informative des zones inondables, la ZI, Atlas des zones inondables, bon, bref, tout un tas de bases de données qu'on peut retrouver de manière totalement libre sur Internet. Et on en déduit que c'est finalement grâce aux conséquences réglementaires qui induisent la gestion des risques qu'on peut aussi facilement accéder à l'ensemble de ces données. Là, vous avez un exemple de SIG qu'on trouve comme ça sur Internet. Il s'agit de la base GeoRisque. Donc là, vous avez simplement les couches, donc un fond de carte mondiale, et sur lequel, ici, on a rajouté les cartes liées au risque inondation, avec les territoires à risque inondation. Donc vous voyez déjà des niveaux d'information sur le risque qui sont assez détaillés, et ça, vous les retrouvez sur quasiment sur tous les aléas naturels. Alors, pour le patrimoine, là, c'est une autre paire de manches. Le premier obstacle, c'est la détermination du périmètre. C'est-à-dire, qu'est-ce que la notion de patrimoine va recouvrir dans ce qu'on cherche à montrer. Donc, dans l'exemple que je vais vous présenter, l'exhaustivité, évidemment, du patrimoine n'était absolument pas atteignable au vu des moyens humains du bouclier bleu, et d'autre part, ce n'est pas forcément non plus une ambition qu'on souhaite atteindre. Et le géoréférencement des biens culturels est extrêmement hétérogène quand les bases existent, en fonction de la nature du patrimoine, du nombre de biens qui le constituent. Donc on arrive à des choses qui ne sont pas véritablement homogènes à l'échelle du territoire. Donc on peut noter, comme je vous le disais tout à l'heure, la base Patriarche, où là on a vraiment un vrai SIG patrimonial, mais qui du coup, c'est une base de travail pour laquelle les données ne sont pas accessibles et n'ont pas vocation à être diffusées. Il y a un important travail qui est mené actuellement dans les services régionaux d'inventaire, sous l'acronyme Gertrude. Bon, ça ne fait pas rêver comme ça, mais après, l'intérêt de la chose est plutôt sympathique. Il s'agit d'un groupe d'études, de recherche technique et de réalisation d'utilisation du dossier électronique, dont le but est vraiment de mettre à disposition l'inventaire régional. Voilà, donc là, on aboutira quand même à quelque chose d'assez détaillé sur le fond. Donc là, je vais vous présenter des exemples de cartographie patrimoniale qui sont en cours ou qui sont aboutis. Donc l'Atlas du patrimoine, qui est un projet extrêmement important pour le ministère de la Culture, qui est en gestation depuis déjà presque une bonne grosse décennie, qui a permis de géoréférencer de nombreux sites. Alors c'est principalement du DMH. Donc là, pour les copines de promo, il s'agit de la ville de Brive-la-Gaillarde. Donc là, en fait, vous voyez, on peut sélectionner une
une commune, dans laquelle on va pouvoir superposer l'ensemble de ces données patrimoniales. Donc, comme je vous disais, ça reste vraiment du patrimoine MH. Donc, les sites classés ou immeubles classés ou inscrits, les ZPPAUP, les périmètres de protection. Donc déjà, c'est quand même une information assez riche qu'on peut télécharger. Donc là, vous cliquez là sur téléchargement, ça vous met les données dans un panier et vous pouvez les récupérer et les utiliser sur votre logiciel de SIG. Donc là, il s'agit d'une autre cartographie patrimoniale qui a été réalisée par Cartovis sur l'échelle de la région Île-de-France, qui est un peu plus complète que ce qu'on peut trouver sur l'Atlas du patrimoine et qui, là, va englober, on est à l'échelle de sites, donc on a vraiment une donnée territoriale aussi extrêmement complète. Donc, pour nous, on a fait le choix de se concentrer, parce qu'on essayait d'avoir quelque chose qui soit assez homogène. Donc, on ne pouvait pas utiliser des données aussi disparates en se disant on va prendre la carte Île-de-France Cartovis, qui du coup rentrerait en conflit avec des territoires qui sont quasiment pas couverts. Donc, on a décidé, pour tester notre capacité à éditer de la carto, à faire un choix qui se positionne sur les pôles de conservation, donc les musées labellisés Musées de France, les bibliothèques classées, les archives départementales, auxquelles on a rajouté les cathédrales et les sites classés. On a complété ce travail par la carto participative d'OpenStreetMap. Alors, c'est un projet qui est assez intéressant de donner. C'est un logiciel participatif, un peu comme Wikipédia. Donc ça veut dire que les internautes peuvent ajouter, alors vous avez peut-être vu ça en bas de chez vous, il y a des opérations OpenStreetMap, alors vous pouvez aller cartographier le commerce en bas de chez vous, les boîtes aux lettres, les cabines téléphoniques, le nombre de marches pour aller jusqu'au métro, mais aussi des informations qui peuvent avoir un lien avec le patrimoine. Donc il y a déjà environ 1 million de personnes qui ont fait sauter le pas. Ça a permis de collecter 2 milliards de points qui sont contenus dans la base de données. Donc nous, on a récupéré les données patrimoniales qu'on avait préalablement triées. On a enlevé les boîtes aux lettres, les cabines téléphoniques, quoique aujourd'hui peut-être que les cabines téléphoniques pourront faire partie du patrimoine, voilà. Donc la problématique principale quand on a utilisé ces données et quand on s'est posé la question de leur utilisation, c'est toujours pareil, c'est l'hétérogénéité des données, des zones qui sont faiblement couvertes alors que d'autres le sont beaucoup plus largement, et la qualité des attributions qui est aussi extrêmement variable. Et tout ça est lié à la disparité des contributeurs. Le problème, quand on regarde cette cartographie participative à la cartographie que je vous ai présentée, notamment pour les risques, et la cartographie qui est menée par le ministère de la Culture ou par la région, c'est que là, l'information est immédiatement enregistrée sans vérification préalable, alors que pour la cartographie IGN, il y a une vérification sur le terrain qui est menée grâce aux vérifications des collecteurs qui sont formés à tout ça. Donc il y a quand même une limite à avoir en tête quand on va utiliser les données participatives. Le principe méthodologique qui a permis de créer la carto, c'est donc la création du référentiel patrimoine, le tri et la hiérarchisation des données disponibles, la saisie des données patrimoniales quand elles n'existaient pas, quand on n'avait pas de géoréférencement, ce qui était la plupart du cas. Ce qui était le cas la plupart du temps pour le patrimoine, le croisement des données pour pouvoir justement aboutir à cette cartographie dynamique. Et enfin, l'idée, c'était de pouvoir communiquer les informations recueillies auprès des partenaires du bouclier bleu. Donc là, des exemples de cartes. Là, il s'agit de la carte des cathédrales, la carte du patrimoine pour l'ancienne région Midi-Pyrénées, maintenant qui fait partie de la région Occitanie. Donc là, vous avez l'ensemble des points patrimoniaux avec les tout petits points rouges, c'est les données OSM. Donc vous voyez qu'elles sont vraiment, viennent compléter largement les données que nous, on avait choisi de collecter. Et ensuite, on va superposer la cartographie, l'ensemble des données récupérées sur les bases de données des risques. Là, vous avez les aléas naturels, donc les mouvements de terrain, les feux de forêt, les inondations, les avalanches, les risques industriels, le risque nucléaire et industriel. Donc là, bon, vous arrivez à un gros pâté. Mais qui vous permet de faire une requête dans le SIG qui va vous donner la liste de tous les sites qui sont concernés là, par les risques de mouvement de terrain, ici pour le risque inondation par exemple. Voilà. Donc ça va vraiment permettre d'arriver à dresser un profil de vulnérabilité du patrimoine et pour le bouclier bleu de pouvoir
actionner des leviers opérationnels. Les difficultés qui ont été rencontrées, c'est des problèmes d'échelle des données qui sont enregistrées. C'est un travail qui peut être extrêmement laborieux pour pouvoir arriver à faire matcher l'ensemble des informations. Le fait que les données OSM, donc les données d'OpenStreetMap, sont géolocalisées, donc là on est au centimètre près, alors que les données des pôles de conservation qu'on a enregistrées, on les a enregistrées à l'échelle de la commune, donc ça veut dire que le point se trouve au centre de la commune. Donc si on est une petite commune, l'information est précise. Si la commune est grande, l'information devient nettement moins précise. Donc là, c'est un travail aussi d'actualisation de ces données-là, mais peut-être que la participation aussi d'actions participatives permet de préciser un peu la carto. La CISI, aussi une limite de la CISI, c'est qu'elle ne concerne que les débordements de cours d'eau et donc pas la submersion marine ni les ruissellements urbains. Donc voilà, c'est pareil, il faut savoir que ces données-là sont aussi limitatives. Pour le bouclier bleu, la difficulté aussi qui est extrêmement importante, c'est que c'est un projet qui nécessite des moyens humains, au bouclier bleu fait la carto, ça nécessite donc de former les gens, d'acquérir des licences qu'on va pouvoir dupliquer, mettre à jour les informations et évidemment des moyens financiers pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Donc l'application concrète, le but c'était pas d'avoir un gros classeur avec plein de cartes, c'était parce qu'on est partenaire de la CMI, de la Commission Mixte Inondation, à laquelle le bouclier bleu est associé en tant que membre votant. C'était de pouvoir dialoguer à l'échelon local avec les CMI locales, les commissions mixtes locales, pour pouvoir sensibiliser au moment de la prise de décision de l'élaboration des PAPI. Alors, c'est pas les PAPI voilà, c'est pas les vieux. C'est les plans d'action de prévention inondation pour que le patrimoine puisse être pris en compte dans ces plans-là et toujours sensibiliser les élus à la nécessité de faire entrer tout ça dans leurs plans communaux de sauvegarde. Et voilà. Parfait.